Alors, donc pour terminer notre petit cycle autour du fantastique et de l'influence donc de la littérature sur la musique, il est bien entendu que nous arrivons à la charnière entre le 19e et le 20e siècle, et qui est-ce qui va prendre en charge la suite des événements, mais ça sera le cinéma qui va aussi donc être influencé par cette littérature fantastique issue des romantiques, et va donc s'approprier forcément une image à créer, et qui dit image dit plus ou moins le son aussi qui peut aller avec. Donc la musique va aussi s'associer, et nous allons voir si, musicalement parlant, les musiques restent inspirées du 19e siècle par rapport à cette imagerie que la littérature a lancée au 19e siècle. Alors le dernier écrivain en date, donc, qui va aussi marquer quelque part, surtout le cinéma, lui, il est né en 1847. Alors 1847, il est né précisément donc 50 ans après Mary Shelley, qui est la créatrice de Frankenstein. Donc je reparlerai tout à l'heure. Cet écrivain est irlandais et il s'appelle Abraham Stoker. Mais il est connu sous le nom de Bram Stoker, c'est-à-dire le B-R-A-M. Il a condensé son nom de Abraham et c'est devenu Bram. Et Bram Stoker est ultra connu pour avoir écrit et publié donc en 1897, donc là il a 50 ans. Alors c'est marrant parce que 1897, c'est exactement un siècle après la naissance de Mary Shelley. Donc il est né 50 ans après la naissance, et 50 ans après, il sort un ouvrage qui est Dracula, et qui est donc aussi l'apogée de ce 19e siècle romantique, où là, la notion même au-delà du divin, encore une fois, parce que le divin est mort a priori, dixit Nietzsche, si Dieu est mort, eh bien c'est l'humain qui prend en charge donc cette responsabilité de la vie sur Terre, et pourquoi pas l'idée de l'immortalité, parce que Dracula a une immortalité qui est liée à une sorte de diabolisme quelque part, qui fabrique l'être même comme mangeur, buveur de sang, on va dire, inspiré d'ailleurs plus ou moins de mythologies plus anciennes. Bien entendu, ce n'est pas une création, Dracula, mais le nom même de Dracula, de ce conte de Dracula qui serait issu d'un château perdu dans les Carpates, en Pennsylvanie. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très étrange. Donc cette idée à la fois d'éloignement de la civilisation et en même temps de solitude très dangereuse, très mystérieuse, très intemporelle en même temps, eh bien ça va inspirer donc forcément non pas les compositeurs, mais des artistes qui vont donc naître au cinéma. Alors 1897, quand apparaît Dracula, pour vous situer 1897, c'est l'année de la mort de Brahms. Brahms meurt en 1897. Et en même temps, le cinéma, en 1897, a 2 ans. Les frères Lumière ont élaboré dès 1895 donc les tout premiers films, qui sont des films très très courts, de quelques dizaines de secondes. Ces premiers films montrent la possibilité, des possibilités qui n'ont pas encore été bien vues à cette époque-là, que le cinéma puisse montrer le réel. Et on voit quoi? Le tout premier film de l'histoire du cinéma, c'est bel et bien la sortie des usines Lumière. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ceux qui travaillaient dans les usines Lumière donc, sortent de leur travail, et c'est juste ce plan-là que l'on voit. Le deuxième film étant éventuellement l'arrivée d'un train en gare de La Ciotat. Oui, il y a le train qui arrive, mais je pense que peut-être les personnes qui ont vu ça ont pu avoir peur de voir ce train qui arrivait
sur eux presque, quasiment. Parce que l'image est en... Ils se sont sauvés, absolument. Il y a cette idée du 3D, quelque part, du mouvement dans l'image, a impressionné énormément, alors que, ceci dit, c'était projeté quand même sur un petit drap blanc qui n'était pas très énorme, hein, mais devant quelques personnes. C'était vraiment très très peu. Puis il y a eu d'autres films que j'ai eu d'ailleurs l'honneur d'accompagner l'année dernière au premier festival international du film muet à Chartres. J'ai accompagné une dizaine de films de 1895, justement, de faire lumière, projetés comme à l'époque, avec l'appareil de l'époque. Et il y a on va dire le repas du bébé, il y a l'arroseur arrosé, donc on commence à avoir des petits éléments comiques, mais on est quand même dans le réel. Et très rapidement, à partir du début du XXe siècle, cette influence quelque part de la littérature et aussi de la musique romantique et donc fantastique va donner naissance, dans la tête des futurs créateurs du cinéma, va donner naissance à la possibilité de créer aussi en images des éléments qui sont aussi fantastiques, qui sont aussi plus ou moins magiques. Regardez des gens comme Georges Méliès, par exemple, hein, qui a tout de suite créé même les trucages, les premiers trucages du cinéma, hein, l'image, hein, vous avez des effets spéciaux d'époque, parce que c'était vraiment très bien pensé. C'est-à-dire, où j'enregistre, je peux donc couper l'enregistrement et faire disparaître quelque chose ou apparaître quelque chose sur le plan d'après, dans le même plan, mais sur la continuité d'une pellicule, par exemple. C'était des choses... mettre de la fumée, des effets spéciaux d'époque. Et il y a eu un concurrent de Georges Méliès qui s'est appelé Louis Feuillade. Alors Louis Feuillade est un des grands noms aussi du début du cinéma, du XXe siècle, et Louis Feuillade a été introduit par justement Alice Guy. Alice Guy qui a commencé le cinéma dès 1896. Alice Guy qui a été justement, elle était dans la je suis en train de chercher l'embauchement, c'est une firme, la firme Gaumont. Et Gaumont était en concurrence avec Pathé. Donc dès que Pathé sortait quelque chose, Gaumont voulait sortir autre chose, etc., etc. Et Alice Guy a elle-même, au moment où elle a dû suivre son mari sur le Gaumont de Berlin, a proposé Louis Feuillade, qui était son scénariste. Donc les films de Alice Guy étaient souvent mis en scénario donc par Louis Feuillade, a proposé Louis Feuillade dès 1912 pour être le directeur artistique de Gaumont. Voilà, ça vous avez à peu près la... Pourquoi je vous parle de Louis Feuillade? Parce que, en fin de compte, en 1900, Louis Feuillade va être un des pionniers de la série. Enfin, on n'appelait pas série à l'époque, mais l'idée du feuilleton cinématographique, pas encore la télévision, l'idée du feuilleton cinématographique, il va être un des premiers à faire donc une histoire découpée en plusieurs parties, donc que chacun pouvait voir. Donc chaque semaine, par exemple, on venait au cinéma voir chaque semaine la suite de l'histoire. Et en 1915-1916, il va produire donc une série de 10 épisodes qui va s'appeler Les Vampires, avec entre autres l'actrice qui avait comme surnom, qui s'appelait Irma Vep, V-E-P, n'est-ce pas? Et il y a eu un film là-dessus dont le surnom était Musidora. Musidora, comme ça se prononce, hein, Musidora. Voilà. Et donc vous allez la voir parce que je suis allé rechercher, donc 1915-1916, voilà un petit extrait des vampires donc, de Louis Feuillade. Alors ces vampires-là ne sont pas les vampires de Bram Stoker, c'est pas Dracula, c'est plutôt une bande de malfaiteurs, en fin de compte, qui regardent donc plutôt du côté du mal que du côté du bien. Et c'est leur aventure, en fin de compte, c'est ce qui leur arrive, ce qu'ils vont produire, etc. Donc on est réellement déjà dans le côté, on est dans le mauvais côté, en fin de compte, de la partie humaine. Hein, mais on est dans la juste continuité du 19e siècle, romantique et fantastique. Alors voilà ce que donne l'imagerie, donc 1915-1916, voilà
Les Vampires, mais donc 1915, avec une musique qui accompagne, bien entendu, qui n'y était pas au départ, puisque c'est un film muet, hein, c'est une série, en fin de compte muette, puisqu'il y a 10 épisodes. Hein. Une série muette donc d'époque, vous avez à peu près voilà l'imagerie donc de Louis Feuillade avec les vampires et donc Irma Vep, cette actrice qu'on voit au départ. Etc. Alors c'est accompagné par une musique donc, qui a été choisie bien après coup. Vous entendez un quatuor à cordes qui est de... je vais vous le redire, attendez, non c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça. Voilà. Qui est un quatuor de Alberto Ginastera. Alors Ginastera c'est son premier quatuor à cordes, opus 20, qui a été mis sur les musiques. Bien entendu, vous avez une certaine dimension d'action hein, dans la musique, très rythmique. Ça pourrait faire penser à du Bartók, par exemple, dans la notion du rythme. Mais en même temps, vous avez ce Ginastera est considéré comme un des plus grands musiciens d'Amérique du Sud, hein, du XXe siècle, avec Villa-Lobos, par exemple. Heitor Villa-Lobos. Voilà, donc vous avez Alberto Ginastera. Donc voilà, le choix d'une musique sur des images différentes. Hein. C'est pas un épisode, mais des images prises sur différents épisodes. Donc des vampires de Louis Feuillade, dans lesquels vous avez en même temps ce personnage en noir, comme ça, qui ressemblerait presque à une chauve-souris, donc Irma Vep, qui est déguisée. Il s'est décroché. Ah. Non, je sais pas quand, mais bon. On verra. Ça tient plus, j'ai perdu la bonnette. Donc je peux continuer sur en parlant. Je vais juste l'accrocher. C'est pas grave, je couperai. Voilà, petit détail technique. Voilà, merci. Donc ce personnage d'Irma Vep qui change un peu la notion du réel au cinéma. Hein. On est déjà dans une transposition et cette transposition va impressionner, entre autres, impressionner d'autres artistes, entre autres les surréalistes. Les surréalistes vont être très très marqués par les vampires de Louis Feuillade. Donc c'est toute une dimension interactive que le cinéma offre. Et bien entendu, si on part sur les vampires de Louis Feuillade, je vous fais un tout petit résumé. Après les vampires de Louis Feuillade, par exemple, en Allemagne, il y a Murnau, Friedrich Wilhelm Murnau, qui en 1922 va tourner Nosferatu. Alors Nosferatu, sous un autre nom en fin de compte, ça c'est Nosferatu le vampire quelque part, il va donc s'inspirer de Bram Stoker, mais c'est pas le comte Dracula qu'il va citer, mais le comte Orlok. Pourquoi il prend Orlok? C'est pour pas payer les droits d'utilisation du nom Dracula. C'est juste ça. Donc il y a le comte Orlok, et donc ce film qui est aussi muet, a été mis de différentes manières en musique. Et regardez que voici la bande-annonce donc, de ce Nosferatu de Murnau. Voilà à quoi ressemble la musique. Elle est quand même assez inspirée des musiques du 19e siècle.
alors modernisé là, hein, c'est une musique récente ça, hein, mais on a ces effets rythmiques, ces effets de pulsation. Voilà. Voilà, donc Murnau, il est déjà dans l'expressionnisme allemand, mais allemand, mais en même temps dans ce romantisme, comment dire, interrogé dès le départ par Goethe. Il le transpose au cinéma, ce Nosferatu, qui sera aussi un des grands films de cette époque-là. Donc Nosferatu, le comte Orlok, on est déjà dans le fantastique de l'image au cinéma, et vous remarquez que la musique, même si elle est très récente, puisque ça pourrait être une musique d'un autre film, c'était absolument pareil, mais vous avez quand même cette insistance des ostinatos rythmiques, hein, qui marquent quelque chose à la fois de la pulsation, du battement de cœur, la répétition du battement de cœur, donc l'idée de la peur, l'idée de quelque chose qui... D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que certaines images peuvent heurter la sensibilité de vous, public, aujourd'hui, puisque nous n'avons que des images et du son, bien entendu. Donc, faut s'y faire. On est quand même du côté du fantastique, et on terminera dans ce sens-là. Donc, 1922, Murnau, ce sera suivi par Todd Browning, qui va créer en 1931. Alors Todd Browning, il est connu entre autres pour ce film qui s'appelle Freaks. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Freaks. C'est le premier à avoir fait tourner, vous savez, c'est ce qu'on appelait les monstres de foire. Hein, je ne sais pas si vous avez vu Freaks, mais vous avez donc toutes ces personnes qui sont nées différemment et qui l'a fait tourner réellement. Il y a de vrais monstres de foire, dont un qui est absolument incroyable, qui est l'homme chenille. Il a un corps comme ça, avec juste une tête, et on le voit dans le film. Et il y a un moment où, dans le film, il s'allume une cigarette. C'est impressionnant, la façon dont il se sert de la bouche pour allumer cette cigarette. Il a une tête tout à fait normale, mais c'est un espèce de tronc qu'il a derrière, donc il rampe. C'est incroyable, incroyable. Et vous le voyez dans Freaks. Hein, c'est Freaks qui est d'ailleurs une histoire superbement, qui est très intéressante sur la notion même de différence, puisque c'est l'idée d'une femme qui va se moquer de tous ces monstres, qui va les embarquer dans quelque chose qui les dépasse, en se moquant d'eux quelque part, et c'est eux qui vont se venger en retour, et c'est elle qui finira comme monstre de foire à la fin du film. Donc je vous laisse juste regarder ce Freaks. Todd Browning, lui, a fait ce Dracula en 1931. Donc nous allons le voir. Voilà, avec Bela Lugosi, déjà, cet acteur. Et voilà donc la bande-annonce de Dracula 1931. Donc là, on a de la musique d'époque. I am Dracula. A moment ago, I stumbled upon a most amazing phenomenon. Something so incredible, I mistrust my own judgment. Look. Dracula. The very mention of the name brings to mind things so evil, so fantastic, so degrading. You wonder if it isn't all a dream, a nightmare. Rats. Rats. Owls.
But no, this is no dream. This is Dracula, the original terrifying story of a maniac and a man who lived after death, lived on human blood, took the form of a vampire bat, and lured innocent girls to a fate truly worse than death. Dracula? Bien. Oh, what? Etc., etc. Vous remarquez que derrière la musique, vous avez donc des effets donc, mélodiques avec des cuivres qui viennent se rajouter et qui montent progressivement pour suivre quand même une intrigue qui est de plus en plus sombre, bien entendu. Ça démarre plutôt doux et ça va aller dans le plus en plus sombre. Donc là, nous sommes en 1931, on continue ce petit parcours autour de Dracula. Donc ça, c'est vraiment des relectures du Dracula de Bram Stoker. C'est en ce qui concerne Todd Browning. Vous avez en 1958, vous avez Terence Fisher qui va faire aussi donc le cauchemar de Dracula. Est-ce que je l'ai là ou pas? Oui, by Terence Fisher, c'est celui-là. Voilà donc la bande-annonce. Donc là, en 1958, et vous avez donc, au-delà de 1931, vous avez déjà l'influence donc des musiques du 19e siècle. Vous l'avez entendu avec ses cuivres, il y a un côté entre Wagner et Liszt, on va dire globalement, dans l'influence. Ce côté qui va servir donc l'image de film. En 1958, nous allons écouter quelle forme de musique Terence Fisher va nous mettre sur son Dracula. This is the story of Dracula, a creature who destroys all whom he touches. Dracula the terrifying, the feared, who sleeps in the tombs of the dead by day and arises at night to inflict his terror upon the innocent and the unsuspecting. You must help me. You must. You're my only hope. You must. I'll help you. I promise. Please try and understand. This is not Lucy, the sister you loved. It's only a shell, possessed and corrupted by the evil of Dracula. How do you destroy a fiend who has so far proven himself indestructible? Those who come to end his reign of terror stay to become his victims. Castle Dracula is somewhere here in Klausenberg. Will you tell me how I get there? You ordered a meal, sir. As an innkeeper, it's my duty to serve you. When you've eaten, I ask you to go and leave us in peace. This is the doctor who dares to challenge the vampire Dracula. Etc. Alors vous avez cette musique-là, elle est déjà influencée par la musique de la première moitié du XXe siècle. On est déjà dans quelque chose de plus dissonant, de plus moderne, de plus... même si, rappelez-vous, les Totentanz de Liszt, où il y avait ce côté, ce point de départ qui était vraiment complètement martelé dans les graves, et là vous avez vraiment des accords de dissonance, vraiment avec des effets en même temps de percussion relativement, comment dire, des effets avec des tames, ces tames qui sont des ça serait comme des gongs gigantesques, mais sans la boule au milieu. C'est des effets plats qu'on trouve dans les effets dans la musique de la première moitié du XXe siècle. Et là, vous avez à la fois des dissonances et des formes rythmiques qui pourraient être héritées à la fois de Bartók, mais surtout de Stravinsky. Là, vous commencez à voir les influences donc, des musiques plus récentes sur le cinéma. On essaye de mettre on essaye de projeter le regardeur, le public, dans la sensation même de peur, du sursaut, de l'étrange, de la nuit, du surgissement, en tout cas des sons et des images. Donc là, nous sommes chez Terence Fisher et nous allons repasser, alors là, dans la continuité de Murnau. Il y a un grand réalisateur allemand, je ne sais pas si vous avez vu ces films, qui s'appelle Werner Herzog, qui est vraiment grand, puisqu'il a été, entre autres, il est connu pour avoir révélé aussi le rapport avec l'acteur Klaus Kinski. Klaus Kinski et Werner Herzog, c'était les frères ennemis, vraiment, même je dirais,
jusqu'à se taper dessus, quoi. Hein. Je veux dire, franchement, c'est allé assez loin avec Klaus Kinski. Mais justement, Herzog va en 1977 reprendre l'idée de Nosferatu de Murnau, il va l'appeler Nosferatu fantôme de la nuit, et il va justement mettre en scène Klaus Kinski en Nosferatu. Voilà la bande-annonce. Et écoutez, musicalement, aussi quelque chose d'assez intéressant. Je vous fais écouter vraiment, écoutez bien la musique. Je pense que là, vous en avez entendu suffisamment pour vous récupérer une certaine mémoire. Ça ressemble à quoi, à cette mélodie qu'on entend? La musique celte. Donc quelque chose d'assez précis, dont j'ai parlé dans les derniers cours. Pas le dernier, mais l'avant-dernier, je sais que je l'avais abordé. En fin de compte, vous retrouvez une variation, parce que ce n'est pas exactement cité de la même manière, mais c'est une variation du dies irae grégorien. Et là, c'est presque la même mélodie. C'est voulu. Là, c'est voulu dans le sens où, oui, on retrouve ça, mais légèrement détourné. On n'est pas exactement sur les mêmes notes, mais Werner Herzog a dû demander au compositeur quelque chose de très proche de ce dies irae grégorien, qui a été cité, donc, entre autres, par Berlioz dans sa symphonie fantastique et par Liszt aussi dans cette Totentanz que nous avions écouté, entre autres. Voilà, donc vous voyez que comme les éléments peuvent se recouper, et donc même en 1977, rappeler quand même quelque part l'origine de ce côté, on reprend le dies irae grégorien, et on reprend, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais dans certaines mélodies cuivrées que vous avez entendues, il y a des intervalles qu'on retrouve des tritons aussi. Le triton et le dies irae étant les fondamentaux, je dirais, du fantastique dans la musique du XIXe siècle, et qui se reproduit donc forcément et naturellement dans le rapport à l'image, au cinéma, au XXe siècle. Oui. Les bandes annonces, elles existent depuis le tout début du cinéma? Alors, non, je ne pense pas que ça n'existe pas depuis le tout début du cinéma. En fin de compte, là, les bandes annonces, c'est par rapport... À partir du moment où ils restaurent les films, ils peuvent très bien refabriquer, donc pour YouTube ou en fin de compte, pour une publicité autour de tout cela, ils peuvent refabriquer une bande annonce en prenant des extraits. Par exemple, Louis Feuillade, il n'a pas fait une bande annonce. Mais les musiques, justement, qu'on retrouve dans les bandes annonces, c'est les musiques des films aussi. Alors, là, pour le coup, les derniers qu'on entend, c'est les musiques des films, oui. Mais avant, à partir du moment où le cinéma était muet, il est certain que les musiques ont été composées ou empruntées sur des éléments récents, on va dire de ces dernières années des fois. Vous avez un son qui n'est pas du tout même celui des années 30 dans l'enregistrement de la musique. Vous avez des sons vraiment très, très récents. Je dirais même que maintenant, la mode dans l'idée des ciné-concerts,
Moi, j'aime bien les ciné-concerts au piano parce que je trouve qu'il y a une dimension. Le piano peut amener quelque chose d'assez immense dans le rapport à l'image. Mais la mode, depuis une bonne dizaine, voire vingtaine d'années, c'est d'essayer de combiner des images donc, anciennes, des images muettes, donc du cinéma des années 20, des années 10, etc., avec des formes de musique qui sont très récentes, qui peuvent être de l'électro, par exemple, qui peuvent être du rock, qui peuvent être, je ne sais pas, un DJ peut maintenant faire un ciné-concert. Vous avez la possibilité de... Il y a même des gens de théâtre qui font des ciné-concerts en direct, c'est-à-dire en reprenant les voix et en essayant de recréer quelque chose en direct par rapport au film. En fin de compte, tout devient possible. L'année dernière, à Chartres, il y avait même comment dire, il y a eu des moments de rap sur des films donc des années 20, des années 30. Tout peut être possible. Moi, je suis plutôt dans la nostalgie du piano, comme à l'origine, de dire avec le piano, on peut quand même ouvrir plein de possibilités sans avoir à faire semblant de dire il faut quand même de la musique actuelle pour illustrer des films d'époque. Voilà. Après, ça, c'est un point de vue. Hein. Je n'ai rien contre l'idée qu'un film puisse être accompagné par de l'électro. Mais la première fois qu'on a fait une musique pour un film, c'est quand finalement après? Eh bien, en fin de compte, la première musique, en fin de compte, je ne sais pas, parce que tu sais que c'est en 1930 que se produit le premier cinéma sonore. Et le premier cinéma sonore, c'est le chanteur de jazz. Et donc, c'est une musique de jazz qui est chantée en direct par un chanteur, justement. Et on voit très bien que les musiques qui étaient produites avant, c'est-à-dire qui étaient jouées par les pianistes pour accompagner les films, c'était des pianistes improvisateurs qui venaient souvent du jazz. Et le premier film qui apparaît, qui est sonore, c'est quand même le chanteur de jazz. Donc on a du jazz en direct. On était vraiment dans cette mouvance-là, notamment aux États-Unis. Ça, c'est indéniable. Après, bien entendu, ce sont les compositeurs de jazz qui ont commencé à élaborer aussi les premières musiques de films, avec les influences, parce que les compositeurs de jazz avaient certaines connaissances aussi de la musique dite savante de l'époque, de l'écriture. Ils pouvaient faire des arrangements, ils pouvaient imaginer donc des éléments d'orchestre tout à fait grandiloquents. Mais vous avez le son de 1931 tout à l'heure, c'était tout à fait significatif de la musique de l'époque telle qu'on pouvait l'imaginer, c'est-à-dire à la fois ancré dans le classique, mais avec des effets de cuivre, des effets de cordes tout à fait singuliers par rapport au sujet traité. Voilà, là nous sommes donc sur Werner Herzog. Et après, j'ai encore 2 petits extraits sur Dracula à vous montrer, qui serait donc le Dracula de Francis Ford Coppola en 1992. Et là, vous voyez l'évolution de la musique du film. Est-ce que c'est celui-là? C'est celui-là. Alors, 1992, voilà une bande-annonce de ce film de Francis Ford Coppola. Here occurred the frightening and shocking history of Prince Dracula and the woman he loved. I have crossed oceans of time to find you. Yeah. Dracula. There's a sinister, darker side to him. I find irresistible. I've never met any man with such a passion for life. He is unlike any man. What are you? Vampires do exist. This one we fight, this one we face. Can take on many forms. He is both young and old. He can appear as mist, as vapor, as the fog. And he can vanish at will. The power of his evil desire has no end. Voilà. Donc, par exemple, là, dans cette bande-annonce, vous avez encore une fois des ostinatos dans le grave. Donc là, le grave, c'est le ventre, c'est aussi le battement du cœur. Vous avez toujours cette espèce de tension interne.
Et en même temps, vous avez au-dessus donc ce jeu des cordes qui monte d'un demi-ton, qui redescend, etc., donc qui vacille sur très peu, mais qui crée les tensions et les détentes avec rien. Il faut partir d'une note et vous décalez de la même note pour créer une tension. Ça suffit, c'est presque l'origine d'ailleurs de la musique. C'est-à-dire que si je prends la même note au départ, je répète la note du bas, et cette note du haut, je la monte d'un demi-ton, puis je redescends. Ça crée la tension et la détente. Voilà, et ça suffit pour déjà créer cette ambiance-là. Donc, en fin de compte, on est presque dans un geste le minimum pour créer la dissonance. On n'a pas besoin d'accords dissonants grandiloquents. On a juste besoin d'un petit déplacement, d'un demi-ton pour créer juste la tension qu'il faut. Hein, ça serait, si on voulait le rapprocher d'un mode très précis de l'histoire de la musique, ce serait le mode phrygien. Le mode phrygien, il y a un demi-ton entre la première et la deuxième note, et vous avez tout de suite une tension qui existe, rien qu'en déplaçant de la première à la deuxième note, mélodiquement parlant, la gamme. Voilà, donc vous êtes dans un mode dit phrygien. Ensuite, nous allons finir cette petite approche. Vous connaissez Dario Argento, donc grand cinéaste italien qui a surfé sur le giallo, et le giallo plus ou moins fantastique, notamment avec des films comme Suspiria, par exemple, ou Tenebrea, ou Tenebrae, plutôt que Tenebrea, Tenebrae, Suspiria, tous ces films-là, plus ou moins où il mêle le giallo. Le giallo, c'est une sorte de film policier, dans lequel il peut y avoir des meurtres et tout ça, mais sous l'angle, avec Dario Argento, sous l'angle du fantastique. Et on a appelé ça, dans les années 70, giallo, parce que c'est en italien, ça veut dire jaune, et que tous ces films-là étaient mis en publicité, donc au cinéma, sur des affiches jaunes. Voilà, d'où les giallo. Voilà, le giallo italien. Donc vous avez, voilà la bande-annonce de ce Dracula de 2012, donc là on se rapproche, hein, il y a 12 ans de ça, Dario Argento, donc voilà un petit bout donc, de ce Dracula. Écoutez la musique. To be a bit too forward. The creature is not human, it's a vampire. They sometimes transform their victims. It gives them extreme power. How can you defeat a monster like that? There are ways. Voilà. Donc là, vous avez encore une fois, vous retrouvez le pulsionnel qui côtoie les effets par-dessus, donc les effets donc, mélodiques relativement presque répétitifs, obsessionnels, qui créent une dimension toujours à la fois tragique, à la fois pulsionnelle, à la fois dangereuse quelque part, hein, dans l'intériorité de celui qui perçoit. C'est vrai que s'il n'y a pas cette musique-là, on ne perçoit pas l'image de la même manière, parce que là, c'est la musique a une importance assez capitale sur l'impact qu'a l'image sur nous, regardeurs, en termes de conscience peut-être, en termes d'oreille certes, mais en termes de corps. C'est-à-dire on a directement l'effet corporel
de sursaut, de quelque chose qui va nous faire réagir très concrètement. Je pense qu'on le ressent, hein. C'est pas, on ne peut pas dire que ce soit raté, hein, à ce niveau-là. Donc voilà, donc vous avez Bram Stoker qui a été donc l'instigateur de ce conte Dracula en 1897 et qui va donc inonder comme ça le cinéma du XXe siècle jusqu'au XXIe siècle avec des réalisateurs. On peut trouver peut-être certainement d'autres films ou des dérivés en tout cas hein, sur le même sujet. Moi j'ai pris quand même une filière entre 1915 et 2012, donc sur un siècle, vous avez déjà toute une imagerie qui évolue autour de cette idée de Dracula et en même temps une musique qui est pour toujours un petit peu, je dirais, un peu semblable, c'est-à-dire dans l'idée de la pulsion, de quelque chose qui touche le ventre directement, donc qui touche le corps sensible, hein, pas le cerveau, mais le corps sensible, c'est le deuxième cerveau, le ventre, hein, vous le saviez, ce corps sensible-là, pour donner justement naissance à cette peur, cette idée de quelque chose de trouble, de quelque chose d'insaisissable, de quelque chose qui est issu donc, de cette littérature du XIXe siècle et du romantisme fantastique. Je vais finir donc le cours en reprenant et en revenant sur Mary Shelley, parce que Mary Shelley, au-delà de l'influence, je dirais, littéraire qu'elle a eue avec son Frankenstein, donc qui est sorti en 1818, hein, quand elle avait 21 ans, le Frankenstein a dû donc inspirer à nouveau donc des réalisateurs et j'en veux pour preuve la première, alors là on remonte encore un peu plus loin, c'est-à-dire quasiment presque un siècle après, en 1910, il y a un réalisateur de cinéma qui retravaille à partir du Frankenstein de Mary Shelley. Donc là on va avoir, bien entendu ce n'est pas la bonne, ça sera pas le bon son. Frankenstein, c'est lequel je l'ai ou pas 1910, voilà, vous allez voir l'image, on va voir le passage, donc image restaurée, bien entendu, on va voir le passage où le docteur Frankenstein, il est dans son antre et il est en train d'écrire, il va écrire une pensée, il va dire cette nuit je vais créer quelque chose de complètement autre, c'est la naissance de la créature, justement, là on est dans le remplacement de Dieu par la création humaine et voilà ce que cela donne avec du piano. Un peu plus loin. Voilà. Assez horrible d'ailleurs comme image, il fallait la trouver en 1910, hein, cette forme d'image-là. On dirait qu'on est plus proche des Terminator de James Cameron que de... On est en 1910 là. Hein, et ce réalisateur que je ne connais pas d'ailleurs s'appelle John Searle
Dowley, Searle, S-E-A-R-L-E, E-S-E-A-R-L-E, Dowley, D-O-Y-L-E-Y. D-O-W-L-E-Y, Dowley. Voilà, donc, et là, vous avez remarqué que le pianiste qui accompagne, donc qui n'est pas le pianiste d'époque, bien entendu, hein, ce n'est pas le son qui a été enregistré, mais qui est un pianiste qui rejoue certainement à la restauration qui a été faite en 2017. On va peut-être demander à un pianiste de jouer. Ce pianiste-là est beaucoup plus proche de Chopin et de Liszt dans son jeu que de la musique du XXe siècle. Hein, donc là, on retrouve une petite connexion qui se passe dans cette idée des accords, de la progression d'accords, et de la notion d'intrigue et de narration que l'on trouve dans les musiques de Liszt et de Chopin quelque part. Hein. Donc il nous reste 3 petits extraits pour terminer notre parcours. Il nous reste le Frankenstein de James Whale en 1931. En voilà une petite bande-annonce. Donc là on est en 31, comme il y a eu en 1931 le Dracula de Todd Browning, donc nous avons le Frankenstein de James Whale. Voici. Et là, c'est le son de musique de l'époque, d'orchestre. When this dead hand moves, the monster created by a man they called Mad is turned loose to strike terror into the hearts of men. To shock women into uncontrolled hysteria. To prey upon the innocence of children. This is the story you heard about, talked about. The spine-tingling, blood-chilling story that stuns your emotions. Frankenstein. Don't touch that! Voilà. Où là, vous avez donc, entre autres, cette idée que Mary Shelley avait imaginée. Vous vous rendez compte, elle avait 18 ans quand elle imagine un roman comme Frankenstein qui s'appelle Frankenstein ou le Prométhée moderne. Je rappelle quand même que le vrai titre, c'est Frankenstein ou le Prométhée moderne. C'est-à-dire Prométhée, c'est celui qui avait dérobé le feu à Zeus, justement, et qui s'en est trouvé donc puni. Et donc cette idée de s'approprier le feu, donc le feu c'est la vie nouvelle, c'est-à-dire c'est la créature en fin de compte, et l'idée que l'humain va être donc dépassé par sa créature, puisqu'il ne pourra plus la contrôler, et c'est la créature qui vient se venger donc de son créateur, justement. On en est dans ces questionnements-là au niveau de la science-fiction. On est au niveau des... regardez les Terminator, encore une fois, regardez l'intelligence artificielle. Hein, la créature même qui commence, peut-être un jour, pourrait se révolter de manière... on ne sait pas trop. Hein, il y a à la fois il y a des philosophes qui s'expriment d'une certaine manière, d'autres d'une autre manière. Enfin, tout reste encore possible. Donc là, vous avez, encore une fois, vous avez entendu un orchestre qui est assez proche d'ailleurs de la musique que vous avez entendue sur le Todd Browning, le Dracula de Todd Browning. C'était un peu l'effet de ces musiques qui donnent, comment dire, de la sensation, une sensation assez, comment dire, qui soutient une action tout en donnant des effets étranges dans les harmonies. Et c'est ces musiques-là qui vont en même temps aussi inspirer des gens comme Herrmann, qui a travaillé pour Hitchcock. Par exemple, là, il va y avoir aussi ces orchestrations-là qui vont aussi se diffuser dans l'idée de quelque chose de toujours un peu mystérieux, qui peut surprendre, qui peut faire peur, qui peut... voilà. Nous sommes réellement dans cette musique-là, et vous remarquez que ces musiques-là ne sont plus du tout celles du XVIIIe siècle, hein, mais en grande partie ont un pied dans le XIXe siècle, justement dans les orchestrations à la fois des fois de Wagner et de Franz Liszt, mais aussi après tous les suiveurs, en tout cas les post-romantiques, c'est là où vous avez des effets
et notamment avec la modernité, Stravinsky et Bartók qui vont amener aussi des dimensions de dissonance. Alors, peut-être un Frankenstein que vous ne connaissez pas, je ne sais pas, c'est qui s'appelle Cher pour Frankenstein, qui est d'un certain Paul Morisset. Alors, Paul Morisset, américain, et qui est-ce qui aurait produit ce Paul Morisset? Qui est-ce qui l'a aidé à faire le film? Et il n'a pas fait qu'un seul film, d'ailleurs, en tant que producteur. Andy Warhol. Andy Warhol a largement a été producteur de films à son époque, et notamment les films de Paul Morisset, puisqu'il en a fait plusieurs. Donc voilà ce que donne le Cher pour Frankenstein avec la bande-annonce de 1973. Alors attention, il y a peut-être quelques images qui peuvent heurter la sensibilité du public. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est Andy Warhol qui est derrière, quoi. Andy Warhol's Frankenstein is here. Kiss him! Kiss him! Newsweek magazine calls it the first original Frankenstein in years. A perversely fascinating movie. Holy clothes. Andy, not to close! I can't! Stop it! What are you doing? I can't breathe! Stop it! Stop it! Andy Warhol's Frankenstein, with its swooping bats, severed limbs, hideous decapitating devices, and various spare parts. They all slither off the screen in what Playboy magazine calls the most gruesome epic ever unleashed. Andy Warhol's Frankenstein, the goriest, sexiest, and wildest Frankenstein ever filmed. Voilà. Donc là, vous avez donc la vision warholienne de Frankenstein, en reprenant ce que Warhol savait faire, c'est-à-dire ce qui existe déjà, et en lui donnant corps à nouveau. On est vraiment dans cette mouvance du pop art quelque part, hein, qui reprend les mêmes fondamentaux, donc du Frankenstein de Mary Shelley. Avec, vous remarquez d'ailleurs le passage où la peau est découpée, la cicatrice est découpée, ça fait vraiment penser au film de Cronenberg aussi, parce que Cronenberg s'est inspiré aussi de ce genre de choses, ce qu'on appelle le body horror, hein, l'horreur corporelle, justement, qui met en scène très souvent dans tous ces films, quasiment. Et pour terminer, nous avons le Frankenstein le plus récent, qui est celui de Kenneth Branagh en 1994. Voilà, en 1994, et vous avez donc à nouveau une imagerie avec un son, une musique, là donc faite, mais basée sur les mêmes éléments que précédemment cités. Voilà, celui de Kenneth Branagh, le Frankenstein. No one need ever die. I will stop this. No, you can't achieve death. We won't know. Et là, on dirait du Wagner, hein. I warn you, what you are suggesting is not only illegal, it is immoral. What's happened to you? Yes. That's the combination. It's alive.
Voilà, etc. Là, c'est là où Victor Frankenstein, donc le docteur, enfin le savant, est Kenneth Branagh, et la créature, c'est Robert De Niro, donc qui joue la créature. Film, donc Kenneth Branagh est toujours très expressionniste dans ses films, toujours un peu grandiloquent, assez, et je trouve que son Frankenstein est plutôt réussi, justement dans ce sens-là, puisque ça se termine comme dans le roman de Mary Shelley, dans le Grand Nord, justement sur les glaces, où le Frankenstein va retrouver la créature, et donc la créature va le happer, en fin de compte. On se termine dans le grand froid, quoi, dans le froid le plus important sur le registre terrestre. Vous avez on termine dans les glaces, forcément. Il y a des passages dans la neige, il y a des passages. C'est assez impressionnant, hein, comme film. Mais remarquez là que nous avons eu dans la bande-annonce, en tout cas, ces effets, je vous dis, très wagnériens. On a un côté très wagnérien, très justement cette grandiloquence wagnérienne, où vous avez des accords relativement simples, au-delà des chœurs, hein, qui viennent se superposer, mais ce côté qui bouge tout le temps en termes d'harmonie et qui crée aussi une dimension mouvante, donc qui fait qu'on est toujours dans une sorte d'instabilité. Mais bon, là, c'est Wagner, c'est le chromatisme wagnérien, c'est ce côté donc de l'harmonie qui n'arrête pas de bouger et qui nous déstabilise, puisqu'on n'a plus le point de repère du point de départ, de la tonique, hein, d'un mode ou d'un ton ou d'une gamme, etc. Et on ne revient pas sur cette tonique-là à la fin. On bouge tout le temps, on est toujours en suspens, on est toujours en train de se déplacer vers autre chose, vers un ailleurs. Eh bien, écoutez, voilà pour l'influence comme ça de la littérature donc, sur la musique, de la littérature sur le cinéma, et donc qui dit cinéma dit aussi musique quelque part, puisque donc il y a quand même peu de cinéastes qui n'utilisent pas de musique au cinéma. Il y en a. Mais bon, là, en cours de musique, c'est difficile d'en parler, de dire, voilà, quels sont les cinéastes. Peut-être un jour, je ferai un cours sur les cinéastes qui n'utilisent pas de musique du tout au cinéma, sinon que des musiques qui sont dans la scène elle-même. C'est-à-dire, si vous avez un poste de radio qui est allumé ou quelqu'un qui joue d'un instrument, c'est dans la scène. Mais il n'y a pas de musique du tout sur le film. Voilà, ça peut exister. Je n'en citerai qu'un, c'est Michael Haneke. Haneke ne met jamais de musique sur ses films. Et c'est plombant à chaque fois parce que ça donne une intensité à l'image qui est... Mais il cherche l'intensité de l'image, lui. Voilà. Et ça donne une intensité de l'image qui est... voilà, c'est radical, quoi. Voilà, donc je vous remercie pour aujourd'hui, pour ce dernier cours. Nous avons terminé la littérature fantastique et son influence sur la musique et le cinéma.